vais commencer par présenter rapidement un peu ce qu'on fait au sein de Marsouin, qui est un réseau un peu atypique, mais qui partage pas mal de points communs avec l'Observatoire ici, et je pense que peut-être avec un petit peu plus de vécu, donc du coup peut-être des idées pour développer des choses autour de l'Observatoire ici, par exemple avec l'université, par exemple avec les acteurs publics. Donc là on a un peu de recul par rapport à ça, et nos fonctions sont finalement assez multiples. Marsouin, qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est le môle armoricain de recherche sur la société de l'information et les usages de l'Internet. Donc celui qui a trouvé cet acronyme est un petit génie. Rapidement, on est financé vraiment par la région Bretagne. On est l'Observatoire numérique de la région Bretagne. Et puis on est amené de plus en plus à travailler avec les autres acteurs publics locaux. Alors ça vous dit peut-être rien, mais Imegalis, c'est un syndicat mixte qui est là pour promouvoir l'e-administration et l'e-démocratie d'une manière plus générale. Je ferai une petite parenthèse là-dessus parce qu'on a fait beaucoup de choses intéressantes sur ça. Est-ce que tu peux nous présenter la Meito? La Meito, c'est la filière. C'est l'entreprise. C'est l'acteur qui fédère la filière numérique électronique en Bretagne. Quelque part, on est tripartite. À la base, il y a des chercheurs qui sont regroupés dans les 4 universités bretonnes dont je parlais tout à l'heure, Rennes 1, Rennes 2, UBO, UBS. On a 3 grandes écoles, il y a Télécom Bretagne, une école d'ingénieurs, il y a l'ENSAE qui est une école de statistique, et depuis peu il y a Sciences Po Rennes qui fait partie du GIS. Et donc au sein de ce GIS, on va regrouper, alors le point commun de tous ces chercheurs, c'est qu'ils font des sciences humaines et sociales. Donc avec tout ce que ça comprend en termes de sciences sociales, ça va de l'économie, à la sociologie, l'ergonomie, la psychologie, on a vraiment des chercheurs dans tous ces domaines-là. Alors on n'a pas forcément une masse de chercheurs à chaque fois, hein. Donc voilà en gros comment ça fonctionne. Juste du point de vue universitaire, vous voyez qu'on essaie de mailler un peu tout le territoire. Là, ce sont tous les laboratoires de recherche bretons qui s'intéressent aux usages numériques. Donc voilà, je ne détaille pas, mais certains font du droit, d'autres de l'économie, les plus dynamiques étant ceux qui se trouvent à Rennes 1 autour de l'économie, autour de sciences de l'éducation à Rennes 2, se passe beaucoup de choses aussi. Donc vraiment, une des forces, c'est l'interdisciplinarité, c'est la manière dont on arrive à mixer un peu toutes ces sciences-là. Ça, c'est une partie. Et puis, il y a l'observatoire qui s'appelle OPSIS, enfin OPSIS ou Marsouin, peu importe, c'est un peu synonyme. Mais la partie observatoire qui là est très similaire à ce qui se fait ici, hein. Donc l'observatoire, il fait des photos, hein, tout simplement. Il fait des photos, il fait des enquêtes. Pareil, on a des enquêtes auprès des individus. Donc on interroge 2000 individus représentatifs de la région Bretagne. On interroge les PME, les TPE et les artisans. TPE, artisans et PME. On a aussi une enquête auprès des collectivités locales, au niveau de la commune, parfois un peu au niveau de l'EPCI. Et donc on fait des photos d'évolution des usages du numérique par ces différents publics. Et donc ça, c'est le cœur de l'observatoire. Alors ce qu'on fait au quotidien, moi j'ai déjà commencé à le dire, hein. Donc au niveau académique, on a une activité académique standard, tous les universitaires, hein. On essaie de décrocher des gros projets de recherche, ANR, européens. Bon, c'est très aléatoire, c'est très difficile, mais on y arrive parfois. Donc des conférences, des publications scientifiques. Dans notre rapport annuel à la région, on doit justifier de la manière dont on a transformé l'argent qu'ils nous donnent pour faire les enquêtes en publications scientifiques. Donc à un moment donné, on dit, voilà, ça leur plaît de dire, on a aussi financé, à travers l'observatoire, on a financé de la recherche, de la production de connaissances. Donc on dit, voilà, tel chercheur a utilisé telle question de tel questionnaire pour publier dans Revue d'économie régionale et urbaine. Les 4 axes de recherche, rapidement, espace public éthique. Là, c'est tout ce qui est lié, on verra après, aux problèmes de fracture numérique, aux problèmes des LAPI, des lieux d'accès public, tout ça. Donc l'éthique dans l'espace public, un aspect plus économique, voilà, marché stratégie, ça plairait plus à Demba autour des modèles d'affaires, tout ça, des réflexions. Apprentissage cognition, vous voyez, on pourrait distinguer un peu les disciplines là, à travers ces 4 thèmes-là. On a une discipline un peu plus socio, sciences de l'éduc, un peu plus éco. La 3e, on va être un peu dans la psycho. Et la 4e, un peu hybride, un petit peu plus socio, autour des nouvelles interactions. Bon, je ne fais pas long là-dessus. Sensibilisation et vulgarisation, on a un site internet. Là aussi, c'est notre mandat à la région, c'est de dire que la recherche elle doit être accessible. Et donc quand un chercheur fait un article abscon dans un langage hermétique absolu, il faut aussi que nous, on soit capable, sur notre site internet ou via des confs, de rendre ça intelligible. Et alors là, il y a des outils, on reparlera des cantines après, mais typiquement la cantine, c'est un lieu dans lequel nous, on va venir pour faire des présentations vulgarisées. On va essayer d'avoir, ou même d'extraire la substantifique moelle d'un travail
pour voir comment ça s'applique au territoire. Donc on a encore une fois cette idée qu'on produit de la connaissance, on la valorise dans les revues académiques, mais on la valorise aussi auprès des acteurs locaux. Et c'est hyper important, sinon la région ne finance pas un truc qui ne servirait pas à la région. Et auprès des partenaires industriels, j'en ai un petit peu parlé, je donnerai peut-être un ou deux exemples, avec cette idée, nous, qui fait un peu notre marque de fabrique, parce que c'est difficile de s'introduire, quand on fait des sciences humaines et sociales, de s'introduire dans le milieu industriel. Autant le milieu industriel voit très vite une innovation technologique, ce que ça porte, autant une innovation d'usage, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et donc nous, notre leitmotiv, qui nous permet de nous insérer dans des projets collaboratifs avec des gros industriels, c'est de dire la démarche d'innovation par l'usage. Donc on met les utilisateurs dès le début du processus de conception d'un produit. Et les sciences humaines, elles servent à ça. Elles servent à dire, avant qu'un projet démarre, on va regarder quel est le marché, on va étudier les usages, les obstacles, les freins. Pendant le processus de conception, il y a des boucles de rétroaction qui permettent de tester des produits pas tout à fait finis auprès de panels d'expérimentateurs qui sont les gens de tous les jours. Et donc placer l'usager, et donc via l'usager, c'est placer les sciences sociales au cœur du processus industriel, au cœur du processus d'innovation. C'est un message qui passe pas mal et qui nous permet de dire in fine, regardez, parce que le consommateur, vous l'avez consulté tout au long du processus d'innovation. Donc quand votre produit sort, votre produit, vous savez qu'il va matcher un marché, vous savez qu'il va remporter l'adhésion, parce que dès le début, vous avez intégré le consommateur dans le processus de production. Donc c'est un petit peu notre leitmotiv, et c'est là que les sciences sociales existent dans l'industrie. Je suis étonnée d'entendre que les industriels ne sont pas forcément à l'écoute de cette démarche de sciences sociales, puisque ils savent faire des études marketing, ils savent normalement mettre le consommateur au cœur du dispositif, peut-être pas d'innovation, mais au cœur de leur business en tout cas. Et quand ils font des testings de concepts de nouveaux produits, ils passent par des psychos qui animent des groupes de créativité, etc. Alors peut-être que c'est une démarche qui n'est pas forcément répandue et que toi tu peux promouvoir. Ça se fait de plus en plus, là par contre tu as raison, hein, c'est quelque chose qui se généralise un peu, mais c'est lent. Et alors effectivement, ceux qui connaissent des sciences sociales, c'est un peu le marketing, quoi, mais c'est un peu léger, si tu veux. C'est-à-dire que autant c'est pas dur de leur vendre une étude de marché, ils voient bien, autant leur vendre un anthropologue, c'est plus compliqué. Pourtant, l'anthropologue, il a des choses à dire, quoi. Si je peux me permettre, en termes d'études, aujourd'hui, ce qui a de la valeur, c'est pas tant de quantifier le marché et le besoin, c'est surtout de le qualifier. Donc on est vraiment aujourd'hui sur des études qualitatives qui sont extrêmement fortes et qui répondent exactement à ce genre de choses. Et pour aller dans ton sens, qui demandent beaucoup plus des compétences littéraires ou psychologiques que des compétences mathématiques ou scientifiques. Voilà, je suis tout à fait d'accord, mais regardez le taux. Il y a un indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est le taux d'insertion des docteurs selon la discipline. En France, on a produit beaucoup de sociologues, beaucoup de docteurs en histoire, en géographie. Combien travaillent dans l'industrie aujourd'hui? C'est infinitésimal. Alors, et dans le monde anglo-saxon, c'est très très différent. Des gens qui ont des études longues en histoire, en géographie, en sociologie sont beaucoup plus intégrés dans certaines entreprises. Orange, pour le coup, avait des cellules via Orange Labs où ils ont quand même intégré la sociologie, ils ont des démarches un peu comme ça. Les quelques projets marquants, ce qu'on aime bien nous, c'est aussi passer l'échelle. C'est-à-dire que la région aime bien amorcer des problématiques de recherche comme ça. Et puis quand on arrive à en faire parler un petit peu au niveau national, ça prend un peu d'ampleur, on fait un peu de buzz. Autour de la fracture numérique, il y a eu beaucoup de choses. Ça c'est toute l'équipe, Georges connaît ça très bien, l'équipe de Pascal Plantard à Rennes 2, c'est de la recherche-action, donc on va s'immerger, c'est de l'anthropologie vraiment, on va s'immerger dans les lieux d'accès public, on va s'immerger dans les publics en errance, on va regarder comment est-ce que ces gens-là s'approprient les TIC, est-ce que c'est un outil d'émancipation, le rôle de l'isolement, l'estime de soi, la distance culturelle, puisque le message, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans toute la réflexion des acteurs associatifs autour des cyberbases, il y avait bien cette idée quand même de la fracture sociale. La fracture numérique, c'est d'abord une fracture sociale, c'est de l'isolement, c'est peu de confiance en soi, ce genre de choses. Donc c'est des choses qui sont très bien intégrées un peu ici. Et la fracture numérique, c'est pas juste avoir ou ne pas avoir un objet, c'est savoir ou ne pas savoir l'utiliser. On parle des deux niveaux de fracture, nous, le niveau infrastructurel et le niveau usage. Donc voilà, donc ça, on a eu aussi pas mal de succès national, voire international avec nos études sur le piratage et sur Adopi. Donc là, on a fait pareil, c'est des projets initialement, c'est 5 10 000 euros qui sont donnés par la région pour faire 2-3 petits trucs. C'est des questions dans un questionnaire et puis après, on fait des travaux qui sont repris. Des choses sur amis virtuels, ça a vachement bien marché. Qu'est-ce que les amis virtuels, qu'est-ce que les amis réels? Les deux personnes qui avaient travaillé là-dessus avaient montré que finalement, il y avait
Il y avait contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas parce que j'ai 10 000 amis sur Facebook que ce sont mes amis. Et au contraire, on est très exigeant vis-à-vis de ce qu'on va qualifier d'amitié virtuelle dans les forums. Il y a une grande exigence sur la sélection des gens, sur la politesse. Et finalement, c'est arrivé à la conclusion que d'une certaine manière, on était presque plus exigeant avec ce qu'on qualifiait d'amitié virtuelle qu'avec ce qu'on qualifiait d'amitié réelle. Bon, voilà. Dans une logique de diversification un peu, on peut aussi être amené à faire des enquêtes ou des photos dans le cadre d'entreprises privées, plutôt de partenariats collaboratifs sur des projets montés avec le pôle image et réseau. Donc on peut être amené à prendre des photos. Là par exemple, on a fait un projet sur le covoiturage dynamique avec une petite start-up lyonnaise qui s'appelle Aploid, qui fait des applications Android. Donc voilà, tripartite, hein, c'est le rôle de ces pôles de compétitivité, j'y reviendrai après. De mailler, de monter un projet avec un petit acteur industriel, une PME innovante, un acteur local et un universitaire. Et ces trois-là font un projet en commun. Donc là, dans le cadre le projet s'appelle MobiBrates. L'idée, c'est de faire du covoiturage dynamique. Donc on a une petite application, la Killing App, faite par Aploid, où voilà, c'est du covoiturage. Donc, je suis là, je veux rentrer chez moi, j'ai rien prévu de spécial, je regarde, test sur la map, là il y a quelqu'un qui arrive, qui a une place de dispo, il va passer par là, hop, je lui envoie un petit message, est-ce que tu peux passer me prendre? Ça c'est le covoiturage dynamique. Donc là on a la petite start-up innovante. Nous on a le côté académique, c'est de dire est-ce qu'il y a, on fait presque un peu des études de marché, est-ce qu'il y a un public pour ça? Quels sont les usages en Bretagne en matière de covoiturage, quelles sont les pratiques, quels sont les freins au développement de ce covoiturage. On a fait un questionnaire qu'on a livré à une population représentative de la Bretagne, 700 personnes, voir un petit peu qu'est-ce qui pouvait freiner les gens dans cet usage-là. Donc ça permet aussi à l'industriel d'avoir une réflexion sur les spécifications fonctionnelles de son application. Dire, voilà, si par exemple les gens, ce qui les freine, c'est le fait de devoir donner de l'argent aux covoitureurs pour payer l'essence, du coup ça peut orienter l'industriel de dire il faut que je prévoie dans mon application un système de paiement qui soit transparent, qui soit fait en amont ou en aval et qui ne soit pas fait sur le moment. Voilà typiquement le genre de choses que nos enquêtes peuvent apporter à cette petite start-up. Et le rôle de l'Agnon-Trégor Agglomération, c'est de dire nous on est le marché. Nous on est un petit technopole et ça nous intéresse vachement, nous la métropole, de dire on va porter ce projet-là, il va nous servir il va faire en sorte que les gens qui travaillent dans le technopole aient un outil à leur disposition, c'est éco-responsable, c'est tout ça. Donc vous voyez comment, voilà un exemple de projet qui permet de mailler un peu toutes ces tendances-là.